Je m'appelle Liam. J'ai 24 ans et mes parents m'ont dit que mon frère jumeau méritait une éducation universitaire entièrement financée et pas moi. Avant de vous raconter le moment où leur monde s'est effondré autour d'eux dans un auditorium bondé, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. C'est bon de savoir que nous sommes tous ici ensemble. L'air dans l'auditorium était épais de ce mélange unique de polyester bon marché, de lac pour cheveux et d'espoir pur que l'on ne trouve qu'à une remise de diplômes universitaires. C'était suffocant. De ma place au premier rang, celle réservée aux étudiants diplômés avec mention très bien, je pouvais voir ma famille parfaitement. Ma mère, mon père et mon frère jumeau, Ryan, étaient 3 rangées derrière, juste sur l'allée. Ils étaient impossibles à manquer. Ma mère vibrait pratiquement de fierté. Son sourire était si large qu'il en paraissait douloureux. Elle n'arrêtait pas de tapoter le bras de mon père, pointant la scène, puis Ryan, qui était assis quelques sections plus loin avec le reste des étudiants. Il pensait que ce jour était entièrement consacré à lui. Il l'avait payé, après tout. Chaque manuel, chaque pizza de fin de soirée, chaque dollar de ses frais de scolarité pour son diplôme en commerce. Ils avaient investi dans leur « Golden Boy », celui qu'ils croyaient destiné à la grandeur. Il ressemblait à une famille parfaite et fière sur une carte de vœux. Mon père a croisé mon regard et m'a fait un signe de tête sec, presque dédaigneux. C'était le genre de reconnaissance que l'on accorde à un étranger qui vous tient la porte. Pas de chaleur, juste un réflexe poli. Le regard de ma mère m'a balayé. Ses yeux étaient rivés sur Ryan. C'était une sensation familière, comme être un fantôme à la fête de ma propre famille. J'étais là, mais on ne me voyait pas. Un nœud de glace s'est formé dans mon estomac. Pendant 4 ans, j'avais rêvé de ce jour. Pas pour le diplôme, pas pour la toge et le mortier, mais pour la satisfaction tranquille de savoir que je l'avais fait seul. J'avais survécu. Le doyen de l'école de commerce, un homme corpulent à la voix de stentor, s'est approché du podium. Bon après-midi, diplômé, famille et professeur, a-t-il commencé, sa voix résonnant dans la salle. Aujourd'hui, nous célébrons l'aboutissement d'années de dur labeur. Le sourire de ma mère s'est élargi. Elle pensait savoir ce qui allait arriver. Elle croyait que Ryan, son charmant et populaire Ryan, était la vedette du spectacle. Le doyen a poursuivi. Avant de décerner les diplômes, nous avons un dernier honneur très spécial à accorder. Il s'agit du prix de la Bourse nationale Benjamin Ford. Il n'est décerné qu'à 5 étudiants dans tout le pays. Il représente non seulement l'excellence académique du plus haut niveau, mais aussi un niveau de persévérance et de caractère qui distingue vraiment le récipiendaire. J'ai vu ma mère se pencher et chuchoter quelque chose à mon père. Il a bombé le torse. Ils étaient si sûrs, si béatement, arrogamment sûrs. La caméra a balayé le public et, pendant un instant fugace, leurs visages fiers et rayonnants ont été projetés sur les écrans géants de chaque côté de la scène. La famille parfaite. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Ça y est. Le doyen s'est éclairci la gorge. Une pause dramatique a fait taire tout l'auditorium. Il a baissé les yeux sur la carte dans sa main, puis sur la mère de visage. Le récipiendaire de cette année, a-t-il tonné, sa voix remplie de révérence, est un étudiant qui incarne l'esprit même de ce prix. Veuillez vous joindre à moi pour féliciter Monsieur Liam Moore. Le monde est devenu silencieux une seconde. Le nom a juste flotté dans l'air. J'ai regardé l'écran géant alors que la caméra, après un moment de confusion, s'est détournée de ma famille et m'a trouvé au premier rang. Et dans cette fraction de seconde avant qu'elle ne bouge, je l'ai vu. J'ai vu les sourires sur les visages de mes parents non seulement disparaître, mais se briser. La bouche de ma mère est tombée. Le visage de mon père est devenu flasque, la couleur s'en est drainée comme si on avait tiré un bouchon. Leurs yeux, écarquillés d'incrédulité et d'une horreur naissante, étaient rivés sur moi. Les applaudissements ont commencé. Une ondulation qui s'est transformée en raz-de-marée. Mais je ne pouvais pas les entendre. Tout ce que je voyais, c'était leur visage. Et alors que je me levais, la glace dans mon estomac a finalement commencé à fondre, remplacée par un feu qui attendait depuis 4 longues années de brûler. L'histoire n'a pas commencé ici, dans ce moment de triomphe public. Elle a commencé il y a longtemps, dans les moments calmes et inaperçus où l'amour d'une famille est censé se forger, mais où le mien a été brisé. C'est drôle comme les grands moments qui changent la vie sont construits sur une fondation de 1000 petites injustices. On ne les remarque pas au début. C'est juste la vie. Ce n'est qu'en regardant en arrière qu'on voit le schéma,
le plan de sa propre insignifiance aux yeux des gens qui étaient censés vous voir le plus clairement. Pour moi et Ryan, ça a commencé avec un vélo. On avait 7 ans. Pour notre anniversaire, Ryan a eu un chouin rouge flambant neuf. Il avait des rubans sur le guidon et une sonnette qui tintait comme un ange. J'ai eu son vieux vélo, celui avec les petites roues bancales, recouvert d'une couche de peinture bleue bâclée que mon père avait appliquée dans le garage. Voilà, a dit mon père en reculant avec un grognement de satisfaction. Comme neuf. Mais il ne l'était pas. Il était lourd et maladroit, et la peinture bleue s'écaillait déjà, révélant le verre rayé en dessous. Ryan est passé à toute vitesse à côté de moi sur son nouveau vélo rouge, la sonnette sonnant, un roi sur son trône. Je suis juste resté là, les mains collantes de la peinture encore fraîche, et j'ai ressenti une douleur confuse dans ma poitrine. Quand j'ai essayé de me plaindre, ma mère m'a juste ébouriffé les cheveux. Ne sois pas ingrat, Liam. Ryan est juste un peu plus sensible. Il a besoin des choses neuves. Toi, tu es costaud. Tu peux tout supporter. Tu es costaud. C'est devenu mon étiquette, ma malédiction. C'était l'excuse pour tout. 1 an plus tard, je suis tombé du chêne dans notre jardin et je me suis cassé le bras. Je suis resté allongé sur l'herbe, une douleur brûlante partant de mon poignet jusqu'à mon épaule, essayant de ne pas pleurer parce que je savais ce qui allait arriver. Mon père m'a relevé, son visage un masque d'agacement. Je t'avais dit de ne pas grimper si haut. Regarde ce que tu as fait. Aux urgences, alors que le médecin me remettait l'os en place, ma mère a juste soupiré. Honnêtement, Liam, tu dois faire plus attention. Tu me donnes des cheveux gris. 2 semaines après qu'on m'ait enlevé le plâtre, Ryan a trébuché sur le trottoir. Il est rentré à la maison avec un genou éraflé, pleurant comme s'il avait été blessé par balle. Ma mère l'a pris dans ses bras, sa voix une symphonie de roucoulements paniqués. Oh, mon pauvre bébé. Mon pauvre petit chou. Elle a nettoyé la minuscule éraflure avec un antiseptique, la recouverte du plus grand pansement que nous avions, et l'a laissé manger de la glace pour le dîner en regardant des dessins animés. Je me suis assis à la table de la cuisine, mon propre bras encore endolori d'une douleur fantôme, et je les ai juste regardés. C'était le rythme de nos vies. Ryan a eu le rôle principal dans la pièce de l'école. J'étais dans l'équipe technique. Le bulletin médiocre de Ryan a été accueilli par « Il fait de son mieux ». Il est plus doué pour les relations humaines. Mes excellentes notes ont été accueillies par « Eh bien, bien sûr, tu as toujours été le livresque ». Ce n'est pas qu'ils étaient cruels. C'était quelque chose de plus insidieux. C'était un manque total et absolu de curiosité pour qui j'étais. À leurs yeux, les rôles avaient été distribués à la naissance. Ryan était le charmant, le fragile, celui qui avait besoin de protection, d'attention et d'un soutien sans fin. J'étais le fort, l'indépendant, l'autosuffisant, celui qui se débrouillerait toujours. J'ai appris à arrêter de demander. J'ai arrêté de leur montrer mes bonnes notes. J'ai arrêté de leur parler de mes succès dans l'équipe de débat. C'était plus facile que de faire face au désintérêt tiède. J'ai appris à être une île. J'ai construit mon propre monde dans ma tête, un endroit où mes réussites comptaient, même si ce n'était que pour moi. Je suis devenu farouchement indépendant parce que je n'avais pas d'autre choix. Ils ont vu cette indépendance non pas comme un mécanisme de survie que j'avais été forcé de développer, mais comme ma nature profonde. Ils avaient créé le trait même qu'ils utiliseraient plus tard comme justification pour m'abandonner. C'était une prophétie autoréalisatrice parfaite, et j'étais piégé en plein milieu. Et le pire, pendant très longtemps, j'ai pensé que c'était ainsi que fonctionnaient les familles. Je ne connaissais rien d'autre. Le printemps de ma dernière année de lycée a été une période tendue et exaltante. Les lettres d'acceptation des universités arrivaient, chaque enveloppe contenant un avenir potentiel. Ryan et moi avions tous les deux postulé à la même université d'État, une école réputée à environ 3 heures de chez nous, visant tous les deux le programme de commerce, plus précisément la comptabilité. C'était un choix pratique, un chemin vers une carrière stable. Le jour où les lettres sont arrivées, ma mère a insisté pour en faire une cérémonie. Nous nous sommes tous réunis dans le salon. 2 enveloppes épaisses reposaient sur la table basse. Ryan, toujours enclin au spectacle, a déchiré la sienne avec panache. « Je suis pris », a-t-il crié, agitant la lettre en l'air. Mes parents ont éclaté de joie, le serrant dans leurs bras. Mon père lui a tapé dans le dos si fort qu'il en a trébuché. Puis tous les yeux se sont tournés vers moi.
Mon enveloppe semblait lourde dans mes mains. Je l'ai ouverte avec précaution. L'écriture audacieuse et félicitatoire a nagé devant mes yeux. Je suis pris aussi, ai-je dit, ma voix basse. Oh, c'est merveilleux, mon chéri, a dit ma mère, son sourire s'effaçant déjà alors qu'elle reportait son attention sur Ryan. Un vrai comptable, tout comme ton oncle. La célébration a continué, mais c'était entièrement pour Ryan. Mon acceptation était une pensée après coup, une note de bas de page. Plus tard dans la nuit, je descendais pour un verre d'eau quand j'ai entendu leur voix venant de la cuisine. Le grondement bas de mon père, les tons plus élevés et plus animés de ma mère. Je me suis arrêté en bas des escaliers, caché dans l'ombre du couloir. Les frais de scolarité sont élevés, disait mon père, même pour une école d'État. Pour les deux. Ne sois pas idiot, chéri, a répondu ma mère. Et ces mots suivants sont ceux qui résonneraient dans ma tête pendant des années. On s'occupera de ceux de Ryan, bien sûr. On paiera ses frais de scolarité en totalité et on s'assurera qu'il a assez pour une belle chambre de dortoir et de l'argent de poche. Il a besoin de pouvoir se concentrer sur ses études et, tu sais, sur l'expérience universitaire. Il y a eu une pause. J'ai retenu mon souffle. Eliam, a demandé mon père. Sa voix n'était pas argumentative. C'était juste pour clarifier. Ma mère a laissé échapper un petit rire. Un son qui était censé être léger et aérien, mais qui m'a frappé comme un coup physique. Oh, Liam s'en sortira. Il a toujours été le plus malin. Il trouvera une solution. Il le fait toujours. J'ai entendu le grincement d'une chaise alors que mon père se rasseyait vraisemblablement. Il est indépendant, a-t-il convenu, sa voix remplie d'une étrange fierté déplacée. Il n'a pas autant besoin d'aide. Exactement, a dit ma mère, sa voix vive de soulagement, comme si elle venait de résoudre un puzzle complexe. Ce sera bon pour lui. Ça forge le caractère. On élève un homme fort et autonome. On devrait être fier. Je suis resté là, dans l'obscurité, le lino froid du sol s'infiltrant à travers mes chaussettes. Il ne s'agissait pas seulement de l'argent. Il s'agissait de la manière désinvolte et sans effort avec laquelle ils m'avaient écarté. C'était le verdict qu'ils avaient rendu sur ma valeur. Je n'étais pas le fils dans lequel il fallait investir. J'étais le fils qui devait se débrouiller seul. Ma force, la qualité même qu'ils prétendaient admirer, était ma punition. À ce moment-là, une résolution froide et dure s'est installée en moi. Ce n'était pas une décision dramatique digne d'un film. C'était un changement interne silencieux. La partie de moi qui avait toujours gardé une lueur d'espoir qu'il me verrait un jour s'est finalement étiolée et est morte. Très bien. S'il voulait que je me débrouille, je le ferais. J'irai à cette université. J'obtiendrai ce diplôme. Mais je le ferai entièrement seul. Je me suis fait un vœu silencieux, debout là dans le noir. Je ne leur demanderai jamais, jamais un seul centime. Je préférerais abandonner plutôt que de leur donner la satisfaction de dire non. Ils avaient tracé une ligne dans le sable. Et j'ai décidé sur le champ que je construirais une vie de l'autre côté, une vie qu'ils n'auraient aucune part à créer. Les premières semaines d'université ont été comme entrer dans un univers parallèle. Ryan et moi étions dans la même école, dans le même programme, mais nous aurions aussi bien pu être sur des planètes différentes. Mes parents l'ont conduit dans le SUV familial, rempli à ras-bord de nouvelles literies, d'un mini-réfrigérateur, d'une télévision à écran plat et d'assez de collations pour nourrir une petite armée. Ils l'ont aidé à s'installer dans sa chambre de dortoir spacieuse, du genre avec vue sur le campus. Il a rejoint une fraternité dès le premier mois, ses soirées remplies de soirées, de fêtes et de la camaraderie facile qui vient avec un calendrier social partagé et une généreuse allocation de la maison. Son Instagram était un best-of de la vie universitaire, matchs de football, bals, voyages de printemps à Cancun. Mon expérience universitaire a commencé avec un billet de bus. Je suis arrivé sur le campus avec 2 valises usées et un sac à dos rempli de toute ma vie. J'avais passé l'été à travailler à 2 emplois à temps plein, débarrassant des tables et rangeant des étagères, et j'avais réussi à économiser juste assez pour mes frais de scolarité du premier semestre et une caution pour une petite chambre lugubre que j'avais trouvée à louer dans une maison à 5 km du campus. La chambre sentait le moisi et la vieille plomberie. La fenêtre donnait sur un mur de briques. Mais c'était la mienne. Mes journées étaient un cycle implacable et exténuant. J'ai programmé tous mes cours pour les premières heures du matin, de 8h à 14h, j'étais un étudiant. Dès que mon dernier cours se terminait,
je me précipitais à la bibliothèque du campus, non pas pour étudier, mais pour travailler. J'avais un travail de rangement de livres, une tâche silencieuse et monotone qui payait juste assez pour couvrir mon loyer. Mon service se terminait à 22 heures. De là, je marchais encore 1,5 km jusqu'à un restaurant ouvert 24h24 où je travaillais de nuit comme nettoyeur, essuyant les tables, lavant les sols collants et récurant les pièges à graisse jusqu'à 3 heures du matin. Je rentrais chez moi en titubant, le corps endolori et mes vêtements sentant le désinfectant et le vieux café, et je dormais quelques heures avant que le réveil ne sonne à 6 heures pour tout recommencer. Les week-ends étaient consacrés à mon deuxième emploi, le nettoyage d'immeubles de bureaux en ville. Le temps d'étude était entassé dans des moments volés, dans le bus, pendant ma pause de 15 minutes à la bibliothèque, aux heures creuses de la nuit au restaurant, quand le monde dormait. Je voyais Ryan sur le campus. Parfois, il riait avec ses frères de fraternité, une fille à son bras, l'air frais et insouciant. Il m'apercevait, me pressant d'un cours à un travail, des cernes sous les yeux, et il me faisait signe. « Eh, Liam » criait-il. « Tu as l'air fatigué, mec. Tu devrais peut-être mieux gérer ton temps. » Il n'était pas malveillant. Il était juste inconscient. Dans son monde, le temps était quelque chose que l'on gérait pour les activités sociales et les études. Dans mon monde, le temps était une monnaie dont je n'avais jamais assez. Il voyait ma fatigue comme un échec personnel, un manque d'organisation, parce que le concept de devoir travailler 40 heures par semaine juste pour exister lui était totalement étranger. Ma seule bouée de sauvetage était Chloé. Elle était dans mon cours de comptabilité avancée, une fille hyper intelligente avec un sens de l'humour sec qui voyait au-delà de mon extérieur perpétuellement lasse. C'est la première personne à m'avoir demandé pourquoi j'avais toujours l'air si fatigué. Et quand je lui ai finalement raconté, elle n'a pas offert de pitié. Elle a juste hoché la tête. Et le lendemain, elle est arrivée à notre groupe d'études avec un café supplémentaire pour moi. Elle est devenue ma seule amie, la seule personne qui connaissait toute l'histoire, la seule qui voyait les deux mondes séparés dans lesquels nous vivions. Elle était mon ancre dans la tempête, une présence silencieuse qui me rappelait que je n'étais pas entièrement invisible. En deuxième année, le barrage a finalement cédé. C'était la saison des partiels, une saison particulièrement brutale. J'avais un énorme dossier d'économie à rendre, 2 examens de comptabilité et une présentation en finance d'entreprise, le tout dans la même semaine. En plus de cela, mes heures au restaurant avaient été réduites, et mon propriétaire venait de m'informer que le loyer augmentait. Je fonctionnais sur les réserves, survivant à la caféine et à une volonté de faire. Les chiffres ne collaient pas. Il me manquait de l'argent pour le paiement des frais de scolarité du mois suivant. Pas beaucoup, mais assez pour que ça compte. 500 $. Pour mes parents, c'était un bon dîner au restaurant. Pour moi, c'était une montagne. Puis je suis tombé malade. Une mauvaise grippe qui s'est installée profondément dans ma poitrine, me laissant étourdi et faible. J'ai dû manquer 2 services, ce qui signifiait encore moins d'argent. Le médecin m'a prescrit des antibiotiques qui coûtaient 100 $ que je n'avais pas. Je les ai payés quand même, utilisant l'argent que j'avais mis de côté pour les courses. Pendant 3 jours, j'ai vécu de crackers salés et d'eau du robinet. J'étais allongé dans ma chambre froide et humide, fiévreux et frissonnant, fixant la facture des frais de scolarité sur mon bureau. La date d'échéance était entourée en rouge. J'ai ressenti une vague de désespoir si profonde qu'elle m'a presque noyé. J'avais été si fier, si déterminé à le faire seul. Mais à ce moment-là, je me sentais brisé. Et j'ai fait la seule chose que je m'étais juré de ne jamais faire. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé ma mère. Elle a répondu à la 2e sonnerie, sa voix joyeuse. « Liam. Quelle surprise. Tout va bien ?» Ma gorge était à vif et ma voix est sortie comme un croassement pathétique. « Salut, maman. Oui, je suis un peu malade. »« Oh, mon pauvre chou, a-t-elle dit, bien que son ton soit distrait. » Je pouvais entendre le bruit des casseroles en arrière-plan. « Eh bien, bois beaucoup de liquide. Tu as toujours eu une bonne constitution. » J'ai pris une profonde inspiration, ma fierté me hurlant de raccrocher. « Maman, je dois te demander quelque chose. Je ne le demanderai pas si ce n'était pas une urgence. Il me manque un peu d'argent pour mes frais de scolarité ce semestre. Juste quelques centaines. Je peux te rembourser dès que je pourrai prendre plus de services. » Les bruits joyeux de sa cuisine se sont arrêtés. Le silence à l'autre bout du fil était lourd, suffocant.
Quand elle a finalement parlé, sa voix avait perdu toute sa chaleur. Elle était plate, froide et teintée de déception. « Liam » a-t-elle dit, et la façon dont elle a étiré mon nom le faisait sonner comme une accusation. « On a déjà parlé de ça. Ton père et moi payons les études de Ryan. C'était notre accord. » Ce n'était pas un accord, ai-je chuchoté, ma voix se brisant. C'était une décision que vous avez prise. Je n'étais même pas là. On fait ce qu'on pense être le mieux, a-t-elle lâché, sa voix devenant vive. Ryan a besoin de notre soutien. Il le mérite. On t'a déjà tellement donné. J'avais la tête qui tournait. Qu'est-ce qu'il m'avait donné? La vie? Un toit sur la tête pendant 18 ans? Était-ce la monnaie d'échange qu'ils utilisaient? Maman, s'il te plaît, ai-je supplié, détestant le son de ma propre voix. Je travaille à 2 emplois. Je dors à peine. J'ai juste besoin d'un peu d'aide. Et puis sont venus les mots. Les mots qui resteraient gravés dans ma mémoire pour toujours. Le coup fatal final à tout ce qui restait de notre relation. Écoute-moi, Liam, a-t-elle dit, sa voix baissant à un ton bas et sérieux, comme si elle dispensait une sagesse profonde. Nous avons payé pour Ryan parce qu'il le méritait. Mais toi, non. Tu es fort. Tu trouveras une solution. Tu le fais toujours. Ma main a serré le téléphone si fort que le plastique a craqué. Ma gorge s'est nouée. Je ne pouvais plus respirer. Ce n'était pas juste un « non ». C'était un jugement. Une confirmation de ma plus profonde crainte, qu'à leurs yeux, je n'étais pas digne de leur aide, de leur amour. Ma force n'était pas une vertu. C'était une commodité qui les absolvait de toute responsabilité. Je n'ai même pas pu dire au revoir. J'ai juste appuyé sur le bouton de fin. Le téléphone a glissé de ma paume moite et est tombé par terre avec un bruit sec. Je suis resté assis là, sur le bord de mon lit, le silence de la pièce rugissant dans mes oreilles. La fièvre, l'épuisement, la faim, tout a disparu, remplacé par un vide si vaste qu'il semblait qu'un trou noir s'était ouvert dans ma poitrine. Quelque chose en moi ne s'est pas seulement brisé ce jour-là. C'est mort. Et à sa place, quelque chose de froid, de dur et d'incassable a commencé à se former. Ils avaient fait leur choix. Maintenant, je ferai le mien. Juste au moment où je pensais avoir touché le fond, le sol s'est dérobé. Elle s'appelait Sarah. Nous avions été des amours de lycée, l'un de ces couples que tout le monde suppose qu'ils se marieront. Elle était belle, pétillante, et l'encre de ce que je considérais comme ma vie normale. Elle est allée dans une autre université, une plus petite école d'arts libéraux à environ 1 heure de route, mais nous avons essayé de faire en sorte que ça marche. Nous nous voyions pendant les vacances, nous nous envoyions des SMS constamment. Elle était ma confidente, la seule personne en dehors de Chloé qui, je le pensais, comprenait la pression que je subissais. Mais la distance et la divergence de nos vies commençaient à se faire sentir. Sa vie universitaire était un tourbillon de fêtes, de productions théâtrales et de week-ends. La mienne était une boucle monotone de cours, de travail, d'études et d'épuisement. Quand nous parlions au téléphone, je pouvais entendre les rires et la musique en arrière-plan de son dortoir, alors que j'étais généralement en train de chuchoter depuis les rayons silencieux de la bibliothèque pendant ma pause. La semaine après l'appel téléphonique dévastateur avec ma mère, Sarah est venue me voir en voiture. J'ai pensé que c'était un geste de soutien. J'avais désespérément besoin d'un contact humain, d'un peu de chaleur pour combattre le froid glacial qui s'était installé dans mes os. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café près du campus. Elle était radieuse, pleine de vie. Je me sentais comme un fantôme assis en face d'elle. « Tu as l'air mal, Liam » a-t-elle dit, non pas avec inquiétude, mais avec une pointe d'accusation. C'était la même chose que Ryan disait toujours. La semaine a été dure, ai-je admis en remuant mon café noir. Elle a soupiré, un son dramatique et théâtral. C'est toujours une semaine difficile, Liam. C'est ça le problème. J'ai l'impression de ne même plus te connaître. Tout ce que tu fais, c'est travailler et étudier. Tu es obsédé. J'ai été pris au dépourvu. Je suis obligé, Sarah. Tu connais ma situation. Je n'ai pas le choix. Mais tu as le choix, a-t-elle insisté, sa voix montant légèrement. Tu pourrais contracter un prêt étudiant. Tu pourrais travailler à un seul emploi au lieu de 2. Tu pourrais choisir de t'amuser un peu, de vivre un peu. La mention des prêts m'a piqué. J'y avais réfléchi,
bien sûr, mais l'idée de commencer ma vie avec une montagne de dettes, un fardeau que mon frère n'aurait jamais à affronter, me semblait être une autre forme de punition. C'était une question de principe, un principe amer et douloureux. Ce n'est pas si simple, ai-je dit, ma mâchoire se crispant. Elle a tendu la main sur la table, mais son contact était hésitant, pas réconfortant. Je suis allé à cette fête à la fraternité de Ryan le week-end dernier, a-t-elle dit doucement. Ma tête s'est redressée d'un coup. Tu as fait quoi? Il m'a invité, a-t-elle dit en détournant le regard. C'était amusant, Liam. Tout le monde riait, dansait. Les gens profitaient juste d'être jeunes. Ryan sait s'amuser. Il sait vivre. L'implication flottait dans l'air entre nous, épaisse et empoisonnée. Il sait vivre et toi, non. Tout s'est mis en place. Les textos tard dans la nuit qui étaient restés sans réponse. Les excuses vagues pour ne pas pouvoir parler. Elle ne s'était pas seulement éloignée. Elle avait dérivé dans l'orbite de mon frère. Le monde de la facilité et du plaisir que je ne pouvais pas lui offrir. Alors c'est ça, ai-je demandé, ma voix plate. Tu romps avec moi. Elle a finalement croisé mon regard. Et ce que j'y ai vu n'était pas de la tristesse. C'était de la pitié. Je ne peux plus faire ça, Liam. Je ne peux pas continuer à attendre que tu sortes la tête de l'eau. Tu es tellement concentré sur cette lutte, sur le fait de prouver quelque chose. Je veux être avec quelqu'un qui est présent. Quelqu'un qui ne se bat pas toujours. Quelqu'un comme Ryan. Elle n'avait pas eu à le dire. J'ai laissé échapper un rire amer. C'était un son creux et laid. Donc mon travail acharné, mon ambition, c'est un repoussoir pour toi. Ce n'est pas de l'ambition, Liam, a-t-elle dit en se levant, son sac sur l'épaule. C'est une rancune, et je ne peux pas être avec quelqu'un qui porte autant de colère en lui. Elle est sortie du café, me laissant là avec 2 tasses froides et les décombres d'une relation de 4 ans. C'était une trahison si complète, si profonde, que cela m'a semblé être un coup physique. D'abord ma famille, maintenant la fille que j'aimais. Tous deux avaient regardé ma lutte et l'avaient vue non pas comme un témoignage de ma force, mais comme un défaut de mon caractère. Ils avaient tous les deux choisi le chemin le plus facile, le tempérament plus ensoleillé, le « Golden Boy ». Cette nuit-là, la solitude était une entité physique. C'était un poids sur ma poitrine, un froid qui s'infiltrait dans mes os. J'étais complètement et totalement seul. Et dans ce moment de désolation absolue, quelque chose a changé. Les derniers vestiges de ma douceur, de mon espoir de compréhension, ont été consumés. Il ne restait plus qu'un noyau d'acier trempé. Ils pensaient tous que ma lutte était ma faiblesse. J'en ferai mon arme. C'est dans cet abîme de solitude et de fureur qu'une bouée de sauvetage est apparue de l'endroit le plus inattendu. Il s'appelait le professeur Albright. Il enseignait la comptabilité d'entreprise avancée, un cours notoirement difficile, conçu pour éliminer les étudiants qui n'étaient pas sérieux. C'était une légende dans le département, un homme vif et pragmatique dans la fin de la soixantaine avec un esprit comme un piège d'acier et une réputation de ne pas tolérer les imbéciles. La plupart des étudiants avaient peur de lui. Moi non. J'étais trop fatigué pour avoir peur. Tout ce que j'avais, c'était le travail. Je me suis jeté dans son cours avec une concentration désespérée et unique. C'était le seul domaine de ma vie où les règles étaient claires. On faisait l'effort, on apprenait la matière, on obtenait la note. Il n'y avait pas de favoritisme, pas d'agenda caché, juste des chiffres et de la logique. C'était un refuge. Je ne parlais jamais en classe. Je m'asseyais juste au fond, absorbais chaque mot et rendais des devoirs et des examens qui étaient méticuleusement, presque obsessionnellement préparés. Un après-midi, après avoir excellé à un partiel particulièrement brutal que la moitié de la classe avait raté, le professeur Albright m'a retenu alors que les étudiants sortaient. « Monsieur Moore », a-t-il dit, sa voix un grondement grave. « Un mot, s'il vous plaît. » Mon cœur s'est serré. J'ai supposé que j'avais fait quelque chose de mal. Je me suis approché de son bureau, mon sac à dos sur une épaule. Il regardait mon examen, une paire de lunettes de lecture perchées sur le bout de son nez. « C'est un travail exceptionnel », a-t-il dit en tapotant le papier du doigt. Non seulement correct, la logique est élégante. Vous voyez les liens que les autres manquent. J'étais si stupéfait que je n'ai pu que murmurer un « merci, monsieur », discret. Il a alors levé les yeux vers moi, ses yeux vifs et analytiques, et il m'a vraiment regardé.
C'était une sensation troublante. J'avais l'impression qu'il pouvait voir à travers la façade fatiguée jusqu'au moteur de fureur et d'épuisement qui me faisait avancer. « Vous avez l'air mal en point, mon garçon », a-t-il dit sans embâche. Il n'y avait aucun jugement dans sa voix, seulement un fait. Je ne savais pas quoi dire. C'est un semestre chargé. Il s'est adossé à sa chaise, m'étudiant un long moment. Je vous vois à la bibliothèque parfois quand je pars tard. Vous êtes toujours là. Puis je vous vois sortir dans la nuit, non pas vers les dortoirs. Où allez-vous? La question était si directe, si personnelle, qu'elle m'a pris au dépourvu. Et pour une raison quelconque, je n'ai pas menti. J'ai un service de nettoyage, ai-je dit, ma voix à peine un murmure, au restaurant au bout de la ville. Il a hoché lentement la tête, comme si cela confirmait une théorie sur laquelle il travaillait. Il n'a pas offert de pitié. Il n'a pas dit « Oh, mon pauvre ». Il m'a juste regardé avec un respect nouveau. « Je travaille sur un projet de recherche », a-t-il dit en changeant brusquement de sujet. J'analyse les rapports de résultats des entreprises du Fortune 500 à la recherche de preuves de comptabilité créative. C'est un travail fastidieux et détaillé. Payé $20 de l'heure. J'ai besoin d'un assistant méticuleux et digne de confiance. Êtes-vous intéressé? $20 de l'heure. C'était plus du double de ce que je gagnais à mes 2 autres emplois combinés. Mais plus que l'argent, c'était l'offre elle-même. C'était une validation. C'était quelqu'un de son rang qui voyait mon potentiel, pas ma situation. C'était une main tendue dans l'obscurité. Oui, ai-je dit, ma voix rauque d'émotion. Monsieur, oui, je suis très intéressé. Il a fait un signe de tête sec. Bien. Mon bureau demain à 16 heures. Ne soyez pas en retard. En sortant de cette salle de classe, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. Ce n'était pas du bonheur. Pas encore. C'était quelque chose de bien plus précieux. C'était une lueur d'espoir. Travailler pour le professeur Albright a tout changé. J'ai pu quitter mon travail de nettoyage exténuant et abrutissant au restaurant. Le temps supplémentaire et l'énergie mentale m'ont semblé être un luxe. Pour la première fois depuis des années, je dormais plus de 4 heures par nuit. Mes notes, déjà bonnes, sont devenues excellentes. Le professeur Albright était plus qu'un patron. Il est devenu un mentor. Il n'a jamais fouillé dans ma vie personnelle, mais il comprenait. Il a vu le feu en moi, la volonté implacable, et au lieu de le remettre en question, il l'a canalisé. Il m'a poussé plus fort que n'importe quel professeur ne l'avait jamais fait, me donnant des problèmes complexes et remettant en question mes hypothèses. Dans son bureau, entouré de piles de livres et de l'odeur de vieux papier, je me sentais vu et apprécié pour mon esprit. C'était un sentiment que je n'avais jamais reçu de ma propre famille. Un après-midi tardif au printemps de notre dernière année, il m'a appelé dans son bureau. « Asseyez-vous, Liam », a-t-il dit en désignant la chaise en cuir usé en face de son bureau. Son ton était sérieux. « Je vous observe depuis 2 ans maintenant », a-t-il commencé, allant droit au but. Votre éthique de travail est inégalée. Votre intellect est évident. Quels sont vos projets après l'obtention de votre diplôme? Je postule à des emplois, ai-je dit. Des postes de comptable débutants dans quelques cabinets locaux. Il a agité une main dédaigneuse. Vous pensez trop petit. Vous êtes capable de plus. Il a ouvert un tiroir et a sorti une brochure. Il l'a fait glisser sur le bureau vers moi. Le titre était imprimé en élégantes lettres dorées, la Bourse nationale Benjamin Ford. C'est l'une des récompenses les plus prestigieuses qu'un étudiant en commerce de premier cycle puisse recevoir, a-t-il expliqué. Il ne s'agit pas seulement de notes. Il s'agit de caractère, de résilience et de dépassement de l'adversité. Les lauréats reçoivent un prix en espèces important et, plus important encore, une offre d'emploi garantie dans l'un des meilleurs cabinets comptables du pays. Ford et Lavin à New York, pour être exact. New York me semblait être une autre planète. Professeur, ai-je commencé, je ne pense pas que je... Il m'a interrompu, son regard ferme. Il recherche quelqu'un exactement comme vous, Liam. Quelqu'un qui s'est battu pour son éducation. Quelqu'un qui comprend la valeur d'$1 parce qu'il a dû gagner chaque centime lui-même. Il m'a dit que la candidature nécessitait une série d'essais, de lettres de recommandation et une divulgation financière détaillée. C'était un pari risqué. Seuls 5 étudiants dans tout le pays étaient choisis.
J'écrirai votre recommandation principale, a-t-il dit, ne laissant aucune place à la discussion. Le reste dépend de vous. Un nouveau genre de feu s'est allumé en moi. C'était ça. C'était la chance de non seulement obtenir mon diplôme, mais de me lancer dans une autre stratosphère, un endroit que les faibles attentes de ma famille ne pourraient jamais atteindre. J'ai pris la brochure et pendant le mois suivant, j'ai consacré chaque moment libre à cette candidature. J'ai écrit et réécrit les essais, racontant mon histoire sans apitoiement, me concentrant sur le travail et les leçons apprises. J'ai rassemblé mes dossiers financiers, les fiches de paie de la bibliothèque et du restaurant, les factures de scolarité payées en plusieurs fois. Tout était là, noir sur blanc, une trace écrite de ma lutte silencieuse. Et je n'ai rien dit à personne. Pas à Chloé, et certainement pas à ma famille. C'était mon pari, mon secret. Je ne voulais pas de leur scepticisme ou de leurs paroles d'encouragement creuses. Quand j'appelais à la maison pour le contrôle hebdomadaire obligatoire, j'écoutais ma mère s'extasier sur la dernière collecte de fonds de la fraternité de Ryan ou sur l'entretien d'embauche que mon père l'avait aidé à obtenir par l'intermédiaire d'un ami. « Et toi, Liam ?» demandait-elle, après coup. « Tout va bien ?»« Tout va bien, maman », disais-je en regardant les papiers de candidature étalés sur mon bureau. « J'étudie juste. » J'avais l'impression de forger une clé en secret. Une clé qui pourrait ouvrir un avenir qu'il n'avait jamais imaginé pour moi. J'ai scellé l'épaisse enveloppe et je l'ai envoyée, ressentant un étrange mélange de terreur et d'exaltation. J'avais mis toutes mes cartes sur la table. Maintenant, tout ce que je pouvais faire, c'était attendre. L'email est arrivé un mardi matin. J'étais à la bibliothèque en train de prendre un café avant mon service. Mon téléphone a vibré et j'ai failli l'ignorer. J'ai vu l'objet, comité de la bourse Benjamin Ford. Mon cœur s'est arrêté. Mes mains ont commencé à trembler si fort que je pouvais à peine déverrouiller l'écran. J'ai ouvert l'email, mes yeux parcourant le texte, les mots se brouillant. Puis je l'ai vu. Cher Monsieur Moore, au nom du comité, nous avons le grand plaisir de vous informer que vous avez été sélectionné comme boursier national Benjamin Ford 2024. J'ai dû le lire 3 fois avant de comprendre. Je me suis affalé sur une chaise, le café oublié, une vague de vertige m'envahissant. Je l'avais fait. Contre toute attente, je l'avais vraiment fait. Un rire a jailli de moi. Un son qui était à moitié sanglot, à moitié cri de triomphe. La bibliothécaire m'a fusillé du regard, et je lui ai juste souri en retour, incapable de contenir la joie explosive pure. Le prix devait être remis lors de la cérémonie de remise des diplômes officiels de mon université. Le comité enverrait un représentant. C'était une grosse affaire. Ce soir-là, j'ai appelé mes parents. Et, bonne nouvelle, a dit ma mère dès qu'elle a décroché. Ryan a reçu une offre d'emploi, une offre incroyable, dans un grand cabinet du centre-ville. Ton père est si fier. On l'emmène fêter ça ce week-end. Bien sûr. L'univers devait maintenir son équilibre. C'est super pour lui, ai-je dit, ma propre nouvelle me semblant soudain petite et insignifiante dans l'ombre de leur excitation pour Ryan. Alors, la remise des diplômes, c'est le mois prochain, ai-je poursuivi. Vous venez tous, n'est-ce pas? Pour rien au monde, a-t-elle gazouillé, voir mon garçon traverser cette scène. Ce sera l'un des jours les plus fiers de ma vie. Mon garçon, au singulier. Vous devriez arriver un peu en avance, ai-je dit, gardant ma voix aussi désinvolte que possible. Ils remettent quelques prix étudiants au début de la cérémonie. Ça pourrait être sympa. Oh, des prix, a-t-elle dit, une pointe de désintérêt dans sa voix. C'est bien, mon chéri. Tant qu'on a une bonne place pour voir Ryan, c'est tout ce qui compte, n'est-ce pas? Oui, ai-je dit. À plus tard. J'ai raccroché, un sourire froid touchant mes lèvres. C'était parfait. Ils n'avaient aucune idée. Ils entraient dans une pièce de théâtre dont ils pensaient connaître le scénario, où ils étaient les fiers parents du premier rôle. Ils n'avaient aucune idée que j'avais réécrit tout le 3e acte. Et nous revoilà à ce jour, dans la chaleur suffocante de l'auditorium. De retour à moi, au premier rang, mon cœur battant la chamade contre mes côtes. De retour à ma famille, 3 rangées derrière, rayonnante, attendant le couronnement de leur Golden Boy. Le doyen était au podium, sa voix résonnant dans la salle. Ce prix reconnaît un niveau de persévérance et de caractère qui distingue vraiment le récipiendaire. J'ai vu ma mère tapoter le bras de Ryan, un regard entendu et triomphant sur son visage.
Elle était si sûre. Elle avait passé sa vie à être sûre. Elle avait construit tout son monde autour de la certitude que Ryan était le spécial, celui destiné aux éloges, tandis que j'étais juste Liam, fiable, silencieux et totalement banal. Je l'ai regardé et je n'ai plus ressenti de colère. J'ai ressenti une étrange pitié détachée. Elle vivait dans une histoire qu'elle s'était écrite. Une histoire dont le dernier chapitre était sur le point d'être arraché et remplacé par un qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le doyen a regardé le public. Les caméras étaient sur ma famille, projetant leurs visages fiers et impatients sur les écrans massifs. Le récipiendaire de cette année, a-t-il tonné, est un étudiant qui incarne l'esprit même de ce prix. Veuillez vous joindre à moi pour féliciter Monsieur Liam Moore. Au moment où mon nom a été appelé, un silence profond et absolu s'est abattu sur mon coin de l'univers. Les applaudissements tonitruants de la foule semblaient lointains, comme écouter une tempête sous l'eau. Toute ma concentration s'est rétrécie aux 2 écrans géants flanquant la scène où la caméra s'est attardée un battement de cœur de trop sur ma famille. C'était comme regarder un film au ralenti. Le sourire de ma mère ne s'est pas seulement estompé. Il s'est fissuré et est tombé de son visage, laissant derrière lui un trou béant d'incrédulité. Sa main, qui avait été fièrement sur l'épaule de mon père, est tombée sur ses genoux comme si elle avait été brûlée. La poitrine bombée de mon père s'est dégonflée. Il a cligné rapidement des yeux, sa tête s'inclinant légèrement comme s'il essayait de traiter un son qu'il ne comprenait pas. Et Ryan. Ryan a juste regardé, la bouche légèrement entr'ouverte, son charme décontracté s'évaporant dans les airs, remplacé par une confusion nue et stupéfiante. Puis la caméra m'a trouvé, le projecteur s'est allumé, et je me suis levé, mes jambes me semblant à la fois tremblantes et incroyablement fortes. J'ai lissé le devant de ma toge et j'ai commencé la longue marche vers la scène. Je ne les ai pas regardés. Je ne pouvais pas. Les regarder aurait brisé le charme. J'ai gardé les yeux fixés sur le professeur Albright, qui se tenait près de la scène, un sourire rare et sincère sur son visage. Il m'a fait un petit signe de tête, presque imperceptible. C'était tout l'encouragement dont j'avais besoin. En montant les marches, le doyen a commencé à lire la citation officielle. Sa voix, amplifiée par le micro, a rempli chaque coin de l'auditorium. Monsieur Liam Moore, a-t-il commencé, est un étudiant d'une intelligence extraordinaire et d'un caractère encore plus extraordinaire. Il a maintenu une moyenne parfaite de 4.0 dans l'un de nos programmes les plus rigoureux. J'ai vu ma mère tressaillir. Elle n'en avait aucune idée. Je ne lui avais jamais dit. Point, tout en faisant preuve d'une éthique de travail que l'on ne peut qualifier que d'héroïque. Le doyen a fait une pause, laissant les mots s'imprégner. Sans le bénéfice d'aucun soutien financier de sa famille, Liam a travaillé à 2 emplois, totalisant souvent plus de 40 heures par semaine, pour financer lui-même toute son éducation. Un faible murmure a parcouru le public. Les gens tournaient la tête, regardant ma famille, qui se ratatinait maintenant sur leur siège. Le projecteur sur moi me semblait être une lampe chauffante, mais l'éblouissement dirigé vers eux était celui du jugement public. Il a servi notre communauté en tant que bibliothécaire et en tant que nettoyeur, a poursuivi le doyen, sa voix résonnant d'admiration, sacrifiant le sommeil et une vie sociale pour poursuivre son objectif. Il est un témoignage de l'idée que le succès n'est pas donné mais gagné par le courage et la détermination. J'ai atteint le podium et j'ai serré la main du doyen, acceptant la lourde plaque ornée. Il m'a fait signe de dire quelques mots. Je me suis approché du micro, mes mains stables. J'ai regardé la mère de visage, et pour la première fois, je n'ai ressenti aucune peur. J'ai vu Chloé au 3e rang, des larmes coulant sur son visage, un sourire radieux perçant. J'ai vu le professeur Albright, les bras croisés, regardant comme un père fier. Et puis mes yeux les ont trouvés. Ma famille. Ils avaient l'air petits, exposés, mis à nu sous le poids de milieux étrangers. Merci, ai-je dit, ma voix claire et forte. Merci au comité Ford pour cet honneur incroyable. Je n'ai que 2 personnes à remercier de m'avoir amené ici aujourd'hui. J'ai vu une lueur d'espoir désespérée dans les yeux de ma mère, un dernier souhait pathétique que je leur lance une bouée de sauvetage, que j'arrange les choses et que je restaure l'image de famille qu'elle avait si soigneusement entretenue. J'ai laissé l'espoir flotter là une seconde avant de l'écraser. Professeur Albright, ai-je dit en me tournant vers lui. Merci d'avoir vu quelque chose en moi et de m'avoir donné une chance quand j'en avais le plus besoin. Vous avez changé ma vie. Puis j'ai regardé vers Chloé. Et à mon amie Chloé, merci pour le café, pour les sessions d'études tard le soir, et pour avoir été ma famille quand je n'en avais pas, et c'est tout.
Je n'ai rien dit de plus. Je n'en avais pas besoin. Mon silence, mon omission était la déclaration la plus forte que je pouvais faire. J'ai regardé directement ma mère une dernière fois. Mon visage était une toile blanche. Je ne lui ai rien donné. Pas de colère, pas de tristesse, juste rien. Je suis descendu de la scène sous une ovation debout. Le son était assourdissant. C'était le son de ma nouvelle vie qui commençait. C'est le moment qui a tout changé. Le moment où j'ai finalement repris le contrôle de ma propre histoire. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Vous êtes incroyable. Si vous êtes toujours là, s'il vous plaît, faites-moi une faveur et aimez cette vidéo et commentez avec le chiffre ci-dessous, juste pour que je sache que vous avez été avec moi dans ce voyage. Cela n'aide pas seulement plus de gens à trouver cette histoire, cela me fait savoir que mes expériences signifient quelque chose pour quelqu'un. Votre soutien est la plus grande raison pour laquelle j'ai le courage de partager le reste de ce qui s'est passé. Le reste de la cérémonie a été un flou. Je ne me souviens pas des autres noms appelés ni du changement de côté des pompons. Je suis juste resté assis là, tenant la lourde plaque sur mes genoux, sentant son poids, la preuve solide et tangible de ma victoire. Dès que ce fut terminé, une foule chaotique s'est déversée dans les allées. J'ai été immédiatement entouré de sympathisants, camarades de classe, professeurs, même le président de l'université est venu me serrer la main. J'ai été emporté par un courant de félicitations. Et pendant quelques minutes, je me suis laissé porter. Mais je savais que ça allait arriver. La confrontation. J'ai réussi à m'excuser et je me suis dirigé vers une sortie latérale plus calme, espérant trouver Chloé. Mais il m'attendait dans le couloir. Un triangle tendu et maladroit barrant mon chemin. Mon père, ma mère et Ryan. Ma mère s'est précipitée en avant. Son visage un méli-mélo de sourire forcé et d'yeux paniqués. Liam, chérie, félicitations. Nous sommes justes. Nous sommes si fiers de toi. Sa voix était une octave trop haute. Fier n'était pas le mot pour l'expression que j'avais vue sur son visage sur le grand écran. Choqué était plus exact. Horrifié, peut-être. On n'avait aucune idée que c'était si important, a-t-elle poursuivi, ses mains s'agitant nerveusement. Tu aurais dû nous le dire. Vous dire quoi, ai-je demandé, ma voix dangereusement calme. Vous dire que je postulais à une bourse basée sur des difficultés financières? Pourquoi aurais-je fait ça? Selon vous, je n'en avais aucune. Son visage a pâli. Maintenant, Liam, ce n'est pas juste. On a toujours su que tu travaillais. Vous saviez que je travaillais, les jeux coupés. Vous ne saviez pas que je frottais des toilettes à 3 heures du matin pour ne pas abandonner. Vous ne le saviez pas parce que vous n'avez jamais demandé. Vous ne m'avez jamais demandé une seule fois en 4 ans comment je payais pour ça. Mon père a finalement parlé, sa voix bourrue. Ce ton n'est pas nécessaire, mon fils. Nous sommes ta famille. Nous t'aimons. Amour. Le mot semblait étranger dans ma bouche. L'amour ne m'aurait pas laissé couler ou nager seul. J'ai tourné mon regard vers ma mère, l'architecte de tout ça. J'ai regardé directement dans ses yeux. Tu m'as dit que Ryan méritait votre aide, et pas moi, ai-je dit, ma voix baissant à un murmure, mais elle a traversé le bruit du couloir comme un couteau. Je suppose que c'est la meilleure chose que tu aies jamais faite pour moi. Tu m'as appris que je ne pouvais compter sur personne d'autre que moi-même. Alors, merci pour rien. J'ai vu les larmes monter dans ses yeux, mais pour la première fois de ma vie, elles n'ont eu aucun effet sur moi. C'étaient des larmes d'humiliation, pas de remords. J'ai fait un mouvement pour les dépasser, mais Ryan s'est mis sur mon chemin. Il avait l'air perdu, sa confiance habituelle complètement disparue. Liam, attends. Dégage de mon chemin, Ryan, ai-je dit, ma voix dure comme de la pierre. Il a tressailli comme si je l'avais giflé. Je suis passé devant eux et j'ai franchi la porte, sortant dans le soleil éclatant de l'après-midi. Sans regarder en arrière. Je les ai laissés là, dans le couloir sombre. Le portrait de famille parfait brisé en 1 million de morceaux. L'air à l'extérieur était pur. C'était la première bouffée de ma nouvelle vie libre. J'avais parcouru la moitié de la pelouse, me dirigeant vers le parking où Chloé attendait, quand j'ai entendu des pas presser derrière moi. Liam, s'il te plaît, attends. C'était Ryan. Je me suis arrêté mais je ne me suis pas retourné. Je l'ai entendu s'arrêter à quelques mètres derrière moi, respirant lourdement. Qu'est-ce que tu veux,
Ryan, ai-je dit, ma voix fatiguée. Venir me dire que je devrais mieux gérer mon temps? Non, a-t-il dit, sa voix basse, tendue. Je suis venu. Je suis venu pour dire que je suis désolé. Je me suis finalement retourné pour lui faire face. Il avait l'air plus jeune que je ne l'avais jamais vu. Dépouillé de son charme et de sa bravade habituelle, il ne pouvait pas croiser mon regard. Il fixait juste l'herbe. Je savais, a-t-il marmonné si bas que je pouvais à peine l'entendre. Tu savais quoi, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Il a finalement levé les yeux et ses yeux étaient remplis d'une honte si profonde qu'elle m'a surpris. Je savais qu'il ne payait pas pour toi. Je savais que tu travaillais tout le temps. Je savais que ce n'était pas juste. L'aveu a flotté dans l'air entre nous. C'était une chose de le soupçonner, une autre de l'entendre dire à voix haute. Alors pourquoi, ai-je demandé, ma voix rauque, pourquoi n'as-tu jamais rien dit? Pourquoi les as-tu laissés faire? Il a secoué la tête, un sourire amer et autodérisoire tordant ses lèvres. Parce que je suis un lâche, a-t-il dit, les mots clairs et vifs. Parce que j'aimais être le favori. J'aimais être celui dont ils s'inquiétaient, celui dans lequel ils investissaient. Il a pris une inspiration tremblante. Et j'avais peur, Liam. Tu as toujours été plus intelligent. Les choses t'ont toujours semblé faciles à l'école. Je devais travailler 2 fois plus dur juste pour suivre. Et j'avais peur. J'avais peur que s'il te regardait vraiment un jour, s'ils voyaient à quel point tu brillais par toi-même, ils arrêteraient de me regarder complètement. C'était la chose la plus honnête qu'il m'ait jamais dite. L'aveu n'effaçait pas les années de négligence, mais il les recadrait. Il n'était pas seulement mon frère inconscient et privilégié. Il était insécure et effrayé, un participant consentant au drame familial parce qu'il avait peur de perdre son rôle principal. Il était une autre victime de leur système déformé, bien qu'une avec beaucoup plus d'avantages. Je n'avais pas de pardon en moi. Pas à ce moment-là. Les blessures étaient trop fraîches, trop profondes. Alors tu as juste regardé, ai-je dit, la déclaration plate, sans accusation. C'était juste un fait. Ouais, a-t-il chuchoté, son regard retombant sur le sol. J'ai juste regardé. Et je suis désolé. J'ai regardé mon frère jumeau, le garçon qui partageait mon visage mais qui avait vécu une vie complètement différente. Et pour la première fois, je n'ai pas ressenti de colère envers lui. J'ai juste ressenti une tristesse profonde et profonde pour ce que nous aurions pu être et ce que nous ne serions jamais. Au revoir, Ryan, ai-je dit, puis je me suis retourné et je suis parti, le laissant seul sur la pelouse parfaitement entretenue. Il n'y avait plus rien à dire. 6 mois plus tard, j'étais une personne différente vivant dans un univers différent. Mon univers était un petit mais lumineux appartement dans le Upper West Side de Manhattan. De ma fenêtre, je pouvais voir l'énergie infinie et palpitante de la ville, un endroit qui ne se souciait pas d'où vous veniez, seulement de ce que vous pouviez faire. Après l'étroitesse suffocante de ma vie de famille, l'anonymat de New York était un soulagement béni. La bourse Benjamin Ford avait été mon tremplin. Le travail chez Ford et Lavigne était tout ce que j'avais espéré et plus encore. C'était exigeant, stimulant et totalement méritocratique. Personne ne se souciait de qui étaient mes parents ou de la fraternité à laquelle j'appartenais. Ils se souciaient de savoir si mes chiffres étaient exacts, si mon analyse était pointue, si je pouvais gérer la pression. Et j'ai prospéré. Je gagnais enfin un vrai salaire, assez pour payer mon loyer, mes propres courses, et même commencer à constituer un compte d'épargne. La première fois que j'ai acheté un manteau d'hiver neuf sans vérifier d'abord mon solde bancaire, j'ai failli pleurer au milieu du magasin. Il ne s'agissait pas du manteau. Il s'agissait de la liberté. La liberté de l'anxiété constante et rongeante de l'argent qui avait été mon ombre pendant 4 ans. Je me suis fait de nouveaux amis, des gens de tout le pays, attirés par la ville par leurs propres ambitions. Ils étaient brillants, drôles et intéressants. Quand ils me posaient des questions sur ma famille, je restais simple. C'est compliqué, disais-je. Et ils étaient assez mondains pour en rester là. Mon passé était le mien. Il ne définissait plus mon présent. Mon seul vrai lien avec ce passé était Chloé. Nous nous parlions au téléphone tous les dimanches. Elle avait pris un travail à Chicago et adorait ça. Elle était ma pierre de touche, la seule personne qui connaissait toute l'histoire et qui avait été dans mon coin depuis le début. « Comment vas-tu vraiment » a-t-elle demandé un après-midi. « Je vais bien,
ai-je dit en regardant les lumières de la ville qui commençaient à scintiller par ma fenêtre. Je vais vraiment bien. Je me sens léger. Et c'était vrai. La rancune, celle dont Sarah m'avait accusé, avait disparu. Elle avait été remplacée par une confiance tranquille. J'avais affronté le pire. Et j'avais non seulement survécu, mais j'avais triomphé. Je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Surtout pas à ma famille. Ma mère appelait parfois. Les premiers appels ont été horribles. Elle pleurait, puis se mettait en colère, puis essayait de négocier, réécrivant l'histoire en temps réel. « Je ne sais pas pourquoi tu es si dramatique », disait-elle. « On t'a toujours soutenu. » J'ai appris à être poli mais distant. Je gardais les appels courts. Je ne discutais pas. J'ai juste créé une barrière de calme froid et impénétrable. Je n'étais plus le garçon en colère et blessé. J'étais un homme qu'ils ne connaissaient pas. Et ils avaient perdu le privilège de le connaître. Je construisais une vie à partir de zéro. Une vie qui était entièrement ma propre création. Elle n'était pas construite sur l'héritage ou le droit, mais sur des nuits blanches, sur des sols lavés, sur la poursuite implacable d'un avenir qu'ils m'avaient dit que je ne méritais pas. Et chaque jour, dans la ville animée, indifférente et magnifique de New York, je leur prouvais qu'ils avaient tort. J'étais heureux. Et je savais avec une certitude qui s'est installée profondément dans mes os, que c'était la seule chose qu'ils ne pourraient jamais me pardonner. La vie s'est installée dans un nouveau rythme confortable. J'excellais au travail et j'ai même eu une promotion précoce, passant d'analyste junior à un poste d'associé à part entière. L'augmentation de mon salaire était significative et elle m'a donné un sentiment de sécurité dont je n'avais jamais fait que rêver. Un jour, une enveloppe épaisse est arrivée à mon bureau. Elle n'avait pas d'adresse de retour, mais j'ai reconnu l'écriture pointue et incertaine. C'était de Ryan. J'ai failli la jeter, mais la curiosité l'a emportée. Je l'ai ouverte ce soir-là dans mon appartement. Ce n'était pas une longue lettre. Il écrivait qu'il travaillait toujours au cabinet du centre-ville, mais qu'il avait déménagé de son appartement chic pour un endroit plus petit. Il payait son propre loyer maintenant, préparait ses propres repas. Il a dit que c'était plus difficile qu'il ne le pensait. Il a écrit que lui et nos parents ne s'entendaient pas très bien. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi il n'était pas plus reconnaissant de la vie qu'il lui avait donnée. Le dernier paragraphe était ce qui m'a frappé. « Je pense à ce que tu as fait tout le temps », a-t-il écrit. « Comment tu as tout fait tout seul. Je pensais que tu étais en colère et amer, mais maintenant je pense que tu étais juste fort. J'espère qu'un jour je pourrai être à moitié aussi fort que toi. Je sais que je ne le mérite pas, mais j'espère qu'un jour tu pourras me voir à nouveau comme un frère. » J'ai plié la lettre et je l'ai rangée. Elle n'a pas guéri comme par magie les années de blessures, mais c'était quelque chose. C'était une fissure dans le mur qu'il avait aidé à construire entre nous. Un signe que peut-être, juste peut-être, l'homme qu'il devenait était différent du garçon qu'il avait été. Quelques semaines plus tard, lors de mon appel dominical avec Chloé, la dernière pièce du puzzle s'est mise en place. « Tu ne vas pas croire ce que ma mère m'a dit », a-t-elle dit, sa voix un mélange de commérage et d'indignation. « Tu sais, ta tante Carole, la sœur cadette de ma mère, une femme qui a toujours été mielleuse avec moi, me pinçant toujours la joue et me disant quel beau jeune homme j'étais. »« Ouais. Qu'est-ce qu'il y a avec elle ?» ai-je demandé. « Eh bien, » a poursuivi Chloé, ma mère lui parlait à l'épicerie, et apparemment, tante Carole a raconté à tout le monde quelle tragédie c'est que tu aies abandonné ta famille après tout ce qu'ils ont fait pour toi. J'ai roulé des yeux. Ça lui ressemble bien. Non, attends. C'est pire, a dit Chloé. Ma mère a dit que Carole se vantait. Elle a dit que c'était elle qui avait conseillé à ta mère de tout investir dans Ryan. Elle lui a dit, et je cite, « Tu dois mettre tes ressources dans le cheval le plus susceptible de gagner la course. Ryan est le sociable, celui qui établira les contacts. Liam n'est qu'un rat de bibliothèque. » C'était elle qui était constamment à l'oreille de ta mère, renforçant tous ses préjugés. C'était une révélation stupéfiante. Tante Carole, la manipulatrice au double visage. Elle n'avait pas été une observatrice passive. Elle avait été un agent actif de mon abandon émotionnel et financier. C'était comme découvrir que la personne qui était censée être l'arbitre pariait secrètement sur l'autre équipe. Cela a jeté une lumière nouvelle et légèrement plus pathétique sur les actions de ma mère. Elle n'était pas seulement partiale. Elle avait été facilement influençable. Ses propres pires instincts validés par les conseils empoisonnés de sa sœur.
C'était un détail qui expliquait tellement de choses, une dernière torsion laide de l'histoire. Cela ne changeait pas ce qui s'était passé. Ma mère était toujours responsable de ses propres choix. Mais cela a rendu toute cette triste affaire moins comme un acte de malveillance ciblé et plus comme une conspiration pathétique de faiblesse et de mauvais jugement. Cela m'a aidé à me détacher encore plus. Ce n'était pas un reflet de ma valeur. C'était un reflet de leurs défauts profonds et profondément enracinés. Ce n'étaient pas des figures puissantes qui m'avaient jugé indigne. Ce n'étaient que de petites personnes peu sûres d'elles, et j'étais enfin, vraiment libre d'elles. Cela fait quelques années maintenant. Je suis toujours à New York. Je suis maintenant associé principal dans mon cabinet, je gère ma propre équipe. Mon appartement est plus grand. La vue est meilleure. Mais ce sentiment de paix que j'ai trouvé ici est resté constant. Je me tiens parfois à ma fenêtre, regardant la rivière infinie de phares dans la rue en bas. Chacun une personne avec sa propre histoire, ses propres luttes, ses propres victoires silencieuses. Et je pense à mon propre voyage. Ma mère appelle toujours, moins fréquemment maintenant. Sa voix est plus calme, teintée d'une note permanente de regret. Les appels sont brefs, superficiels. On parle du temps, de mon travail. On ne parle jamais du passé. C'est une pièce fermée à clé entre nous, et nous avons tous les deux accepté que la clé a été jetée il y a longtemps. J'ai vu Ryan à Noël dernier. Il a pris l'avion pour New York à ses propres frais. C'était gênant au début, mais nous avons trouvé un terrain d'entente fragile et hésitant. On a parlé pendant des heures, non pas comme le « Golden Boy » et le fantôme, mais comme deux hommes qui ont partagé une enfance, aussi fracturée soit-elle. Il change, lentement mais sûrement. Peut-être qu'un jour on sera de nouveau frères. Je ne suis pas sûr, mais pour la première fois, je suis ouvert à la possibilité. Je n'ai jamais fait ça pour la vengeance. Pas vraiment. La vengeance est une émotion brûlante. Et ce que j'ai ressenti pendant la plupart de ces années, c'était une résolution froide et dure. Je l'ai fait pour survivre. Je l'ai fait pour me prouver que ma valeur n'était pas déterminée par leur évaluation de moi. Ma mère avait raison, d'une certaine manière. La vérité la plus douloureuse et la plus ironique de toutes, c'est qu'elle avait raison. Je ne méritais pas leur aide. Je ne méritais pas une aumône qui venait avec les ficelles invisibles de leur approbation et le poids lourd de leurs attentes. J'ai gagné ce que j'ai. Je l'ai gagné dans les rayons silencieux de la bibliothèque. Je l'ai gagné dans les cuisines grasses des restaurants de fin de soirée. Je l'ai gagné par des nuits solitaires et des matins épuisés. Je l'ai gagné en refusant d'être la personne qu'ils avaient décidé que j'étais. Parfois, le plus grand acte de défi n'est pas une confrontation bruyante, mais la poursuite silencieuse, implacable et inébranlable de votre propre vie. La meilleure vengeance n'est pas bruyante. C'est de s'éloigner des gens qui ont essayé d'éteindre votre lumière et de construire votre propre putain de soleil. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle a résonné en vous d'une manière ou d'une autre. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez dû prouver à tout le monde qu'ils avaient tort juste pour vous prouver quelque chose à vous-même? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer ce que je partagerai ensuite.